Alors, bonjour tout le monde, c'est la grande finale du sommet Sciences Hockey UQTR 2.0, le format des séries. Aujourd'hui, ben, c'est simplement un bilan, c'est une discussion un peu à propos des pistes de recherche futures. Ici à l'UQTR, on était heureux de vous accueillir. Je suis accompagné des trois membres du comité organisateur qui ont donné pratiquement corps et âme pour l'implication dans le sommet. J'ai Jean-François Brunel, qui travaille directement avec l'équipe des programmes sportifs des Patriotes du QTR, Vincent Huard-Pelletier et Julien Glaudroy, qui sont deux étudiants au doctorat en sciences biomédicales du QTR. Donc, avec eux, aujourd'hui, on va faire un petit parcours sur l'expérience du sommet Sciences Hockey UQTR 2.0, puis on va regarder un peu, faire un peu la synthèse des présentations. L'expérience à distance pour nous, pour commencer, c'est une implication d'intervenants on a réussi à susciter. On est particulièrement content d'avoir eu différents réseaux, différentes ligues, des intervenants, des entraîneurs, des analystes, des décideurs aussi. Puis, on est fiers d'avoir accueilli aussi encore une fois pour une deuxième année consécutive des gens de la communauté universitaire de l'UQAM, de l'UDM. Donc, en 2 années, on a suscité, je pense, l'intérêt de différents gens qui sont préoccupés par la thématique du hockey. C'est intéressant aussi, on pense avoir réussi à faire une bonne cohésion entre le niveau académique et le terrain, plusieurs travaux de recherche, comme on va le voir dans les prochaines minutes. Ça permet évidemment de continuer la visibilité de notre labo. Notre labo, évidemment, on vise beaucoup de collaborer avec les gens du milieu, s'impliquer dans la formation des entraîneurs, dans l'accompagnement des équipes, dans l'évaluation, dans la compréhension de problématiques qui entourent le hockey. Donc, c'est objectif atteint pour toute notre équipe. On est particulièrement fiers d'avoir réussi cette partie-là. On est aussi fiers d'avoir réussi à toucher différentes thématiques. On l'a vu dans l'intérêt suscité dans chaque présentation. Les thématiques, on est allé de la thérapie sportive jusqu'à l'analyse pointue de la performance avec les joueurs professionnels. Donc, c'est toujours intéressant de voir toute l'ampleur que ça peut prendre, l'étude du hockey au sens large. Là. Donc, c'est très intéressant. Puis ça nous a permis aussi de s'initier dans une forme d'une plateforme de partage. On a réussi à diffuser chacun des enregistrements, chacune des conférences, mais aussi la contribution avec la plateforme Play 360. C'est une expérience qui est agréable. Play 360, c'est une plateforme de partage, de transfert des connaissances, de partage de matériel. Donc, ça s'inscrit bien dans la thématique de notre laboratoire. Donc, dans les prochaines minutes, on prend quelques minutes pour chacune faire un petit retour, puis de poser un peu des questions de recherche future à propos des thématiques qui ont été explorées à travers le sommet 2.0. Je vais laisser la parole en premier lieu à Jean-François, qui va nous faire une synthèse de la ronde. On va y aller ronde par ronde, tout simplement, puis les rondes éclairs seront abordées un petit peu plus tard en bout de ligne. Donc, Jean-François, je te laisse un peu aborder la question de la ronde 1. Les collègues Kyle Sutton, Raphaël Boudreau, là, respectivement de Shawinigan et Victoriaville, dans le hockey junior majeur, ont eu quand même une bonne idée de s'attaquer à la mobilité fonctionnelle des joueurs juniors. La mobilité, c'est un sujet qui est très, très collé sur ce qui se passe actuellement en préparation physique, ce qui se passe aussi en thérapie du sport. Et c'est quelque chose qui est travaillé beaucoup hors saison. Et en saison, la mobilité peut chuter parce qu'on est en stimulation spécifique. Donc, à force de patiner, le bien-être physique, la mobilité est réduite. Supervisé là, par le professeur Fay, c'est clair que c'est une étude qui se veut vraiment que pour défricher ce terrain-là et voir tranquillement comment on peut mesurer ces choses-là, comment on peut les observer en tenant compte qu'a priori, il y a beaucoup de différences individuelles entre chaque joueur et aussi entre les différentes stimulations. Donc, les joueurs sont différents, ils ont un niveau de jeu différent, ils ont un volume de jeu différent et la mobilité reste un facteur qui, on pense, peut affecter la performance. Donc, ça ouvre la voie à un champ complet, ce genre de projet-là, de réflexion. Puis, ce qu'on souhaiterait voir émerger, c'est un suivi vraiment annuel et voir aussi quelles sont les corrélations qu'on peut établir entre ces indicateurs-là de bien-être physique et le niveau de performance. C'est intéressant aussi de voir les travaux de Kyle Sutton, Raphaël Boudreau. Ils démontrent aussi qu'il y a des défis à travers. On parle beaucoup de
la lourdeur ou des exigences ou de la rigueur du calendrier à la JMQ, bien, eux, ils ont tenté de voir un petit peu si cette capacité physique-là décline. Ils ont identifié plusieurs défis. Fait que je pense que ça devient une question intéressante de dire comment ça se passe à travers une saison complète, à quel moment clé les joueurs sont affectés. Puis je pense que Kyle et Raphaël ont fait un pas, comme tu dis, Jean-François, dans ce sens-là. Puis il y a une belle continuité là, à développer à ce niveau-là. Très intéressant. Ça, c'était la ronde 1. La deuxième ronde touchait à une thématique différente. On faisait une rencontre au sommet du hockey international. C'est avec Yves Archambault que ça s'est passé. Un entretien fort intéressant. Vincent, qu'est-ce que tu en as retenu? De ce que je peux en avoir retenu à date, le hockey élite en Finlande, ça semble être quelque chose qui est beaucoup centralisé. Ils ont une structure qui est mise en place, qui est solide, même s'ils ont un noyau de joueurs qui est dramatiquement plus petit que le nôtre ici au Canada. Bien, ça leur permet justement de tout ramasser à peu près dans un même endroit, d'avoir des professionnels qui sont hautement qualifiés, de mettre le financement à travers je pense, c'est 26 clubs professionnels qui ont une structure verticale. Donc, on a un club pro, on a tous les étages en bas jusqu'au plus petit, ce qui permet de donner des services des fois qui peuvent être impossibles à donner dans une association de hockey mineur standard. Eux autres aussi ont des programmes élites à partir de 15 ans. Eux autres aussi font des sélections par district. Nous autres, c'est les régions administratives. Eux autres, ils ont 8 districts. Une différence que j'ai trouvée vraiment plaisante à voir, c'est au niveau de l'embauche et de la formation de leurs entraîneurs dans les équipes nationales. Pour eux autres, c'est un emploi qui est à temps plein. Donc, on s'attend à ce que les entraîneurs donnent du service aux joueurs 12 mois par année, ce qui est vraiment plaisant à voir. Sinon, ben, comme défi, la Finlande veut améliorer leurs gardiens de but qui sont déjà très bons, là, sauf qu'ils voient encore une possibilité de s'améliorer de ce point de vue-là. Sinon, ils veulent continuer à améliorer le développement de leurs entraîneurs, puis ils veulent aussi travailler sur l'attitude des jeunes par rapport à l'entraînement. Tous des points qu'on a aussi comme défi au Canada, puis surtout au Québec. Effectivement, il y a quand même ce qui est ressorti un peu de ma rencontre avec Yves, c'est qu'il y a quand même des ressemblances. Quand on parle, les Finlandais sont très, très passionnés face à leur sport. Mais au Canada, au Québec, on a un peu le même genre de passion. C'est alimenté, c'est fort. On est lié directement à notre sport. Ce qui se démarque beaucoup, je pense que puis Yves l'a bien fait ressortir aussi, c'est qu'ils sont très, très stratégiques. Ouais. Ça m'a assez impressionné de voir quand ils organisent un championnat du monde, par exemple, les 10 ou 15 millions générés là bien, sont réutilisés dans le développement. C'est fort intéressant. La question reste, c'est est-ce que sur du long terme, on peut penser à avoir des collaborations avec eux? J'ai trouvé aussi intéressant, naturellement, on a un laboratoire de recherche universitaire. C'est certain que j'ai trouvé intéressant de voir que la fédération travaille étroitement avec ce que l'université là-bas peut produire comme matériel et comme ressources. Donc, ici, nous, avec l'équipe du labo, on se croise les doigts pour aller vraiment dans ce sens-là pour les prochaines années. Ça fait un tour de la ronde 2. On change de sujet. Dans la ronde 3, on a abordé vraiment la question des analyses ou des statistiques avancées. Comme je le disais en entrée de jeu, les analyses avancées, c'est une terminologie qu'on peut percevoir comme complexe. C'est aussi une méthodologie, des méthodologies très, très variées. Mais ce qu'on retient de ça, ce qui a été amené par les entraîneurs Alexandre Dandonneau, Jean-François Leblond, ont ramené beaucoup de points que ça s'inscrit dans une démarche de réflexion de l'entraîneur. Est-ce qu'il veut aller de l'avant? Est-ce qu'il veut tenter de trouver d'autres choses? Puis on avait quand même l'œil d'un analyste, Thibault Châtel, qui a vraiment un solide background sur l'analyse de la Ligue Magnus en France, puis à laquelle il a vraiment pris une initiative, vraiment un beau modèle d'initiative qu'il a entrepris. On retient aussi des statistiques avancées que c'est un outil complémentaire. Il est intéressant dans le point de vue d'évaluer le joueur, d'évaluer l'équipe, d'évaluer la progression d'une organisation quelconque. Fort intéressant. Thibault, qui était un analyste d'analyse avancée, si on veut, Thibault Châtel nous amenait aussi dans la question de dire que l'usage des stats avancées, bien, ça part dans une relation de collaboration entraîneur-analyste. Et je ne l'ai pas fait sur le diapo, mais on devrait avoir une flèche à double sens entre les deux. C'est que l'entraîneur va questionner l'analyste, mais Thibault, n'hésitez pas à dire que l'analyste doit aller au-devant aussi
puis offrir à l'entraîneur des perspectives d'analyse qui peut l'intéresser. Donc, je pense qu'il y a une flèche à double sens. C'est des vases communicants. C'est un peu ce qui est ressorti de sa partie. C'était très intéressant. Excuse-moi, Jean. Oui, c'est vas-y. très intéressant de l'entendre aussi sur le processus de mise en place justement des analyses avancées. Au début, c'était pas trop facile. Ils ne pensaient pas que ça allait être super populaire. Puis là, de mois en mois, les gens commençaient de plus en plus à être mordus de ça, en redemander. Puis là, ça a complètement explosé. Il a créé une culture, d'une certaine façon. Ouais. Jean-François Leblond, qui est responsable de la formation des entraîneurs à Hockey Québec, il amenait le point aussi que l'usage des stats avancés ou des technologies qui vont nous permettre de les exploiter, ça s'inscrit dans une démarche de développement continu. Puis Alexandre Dandonneau était là pour le témoigner, qu'on s'ouvre à des nouvelles façons de regarder la game, on s'ouvre à des nouvelles façons de la quantifier, de la qualifier. Puis c'est des éternels questionnements, mais quand même, il démontrait de belle façon que ça peut être pertinent de l'intégrer dans un développement de compétences. Donc, à court ou moyen terme, on pourrait penser un jour à initier les contenus d'analyse avancée dans la formation des entraîneurs. Enfin, en dernier point, pour aller dans le sens des propositions, des suggestions faites par Thibault, documenter l'analyse avancée au Québec, rendre disponibles les données avancées en fonction d'un réseau québécois. On pense qu'on en est rendu là au Québec à essayer d'identifier un peu à l'image de la Ligue Magnus en France, de tenter de documenter et d'exploiter un peu comment les modèles d'analyse plus avancés pourraient prendre leur place au Québec et intéresser une nouvelle génération de joueurs, d'entraîneurs, d'intervenants et de partisans, tout simplement. Donc, une rencontre fort intéressante. En ronde 4, on se dirige vers le hockey professionnel avec Pierre Allard, qui est diplômé de l'Université de Montréal, mais qui évolue avec l'Organisation du Canadien de Montréal. Donc, c'est la dernière ronde, mais non la moindre. Julien, tu as pu assister à cette présentation-là. Oui, puis le premier point résume très bien la présentation. Ça nous met au fait de techniques de mesure de la charge d'entraînement, qui est un sujet qu'on voit de plus en plus dans le sport de haut niveau, dans le sport professionnel, dans les sports amateurs de haut niveau. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que la charge d'entraînement, au final, c'est le travail réel qu'un athlète va réaliser durant une période de temps donné. Souvent, comme entraîneur, comme préparateur physique, on planifie des entraînements, on planifie des exercices, puis on n'est pas toujours certain de ce qui est réalisé ou ce qui n'est pas réalisé, mais en mesurant la charge d'entraînement, on est vraiment capable d'avoir une idée de la charge réelle pour, après ça, mieux individualiser ce qu'on va faire avec nos athlètes. Donc, quelqu'un qui est sur la glace, qui, à cause du type d'exercice qu'on a donné, n'a pas pu travailler autant que quelqu'un d'autre, mais on peut possiblement compenser à l'extérieur de la glace. Puis là, dans le cas de Pierre, on parlait beaucoup du retour au jeu pour les athlètes qui sont blessés, mais c'est un peu la même chose. Si on veut qu'ils reviennent progressivement au jeu, mais on peut se servir de ces technologies-là pour mesurer ce qui se passe sur la glace, mesurer ce qui se passe à l'extérieur de la glace, puis vraiment être certain qu'on suit ces principes-là de progression de façon objective. Ça peut paraître complexe, la charge d'entraînement, puis ça demande parfois des outils qui sont dispendieux. Une chose que je crois que les gens doivent savoir, c'est que ça peut se mesurer de d'autres façons, de façon plus abordable. En fait, on sait que juste de répondre à un questionnaire de façon quotidienne avec sa perception d'effort puis la durée des entraînements, après ça, on va pouvoir faire les mêmes traitements statistiques qui sont faits dans les applications plus dispendieuses, puis pouvoir commencer à faire un suivi de la charge d'entraînement avec des moyens beaucoup plus modiques. Puis enfin, je pense que les travaux de Pierre nous amènent à nous poser beaucoup de questions, surtout sur, maintenant qu'on connaît la charge d'entraînement, maintenant qu'on sait ce que les gars ont fait chaque semaine, puis quand est-ce que c'était plus intense, moins intense, est-ce qu'il y a des modèles de gestion de la charge d'entraînement qui sont plus optimaux pour une performance optimale ou l'inverse? Est-ce qu'il y en a qui vont
nuire à la performance. Puis là, ben, c'est là que la recherche doit aller, puis s'en va, c'est de commencer à déterminer ces différents patterns-là, si je peux dire, puis d'identifier de façon objective les charges d'entraînement idéales pour maximiser la performance. Jean-François, c'est toi qui as eu l'occasion d'organiser, qui a eu l'entretien avec Pierre. Je l'ai écouté attentivement, j'ai vu à travers la présentation que tu avais quelques questions dans le désir d'intervenir, mais après avoir discuté aussi après, y a-t-il quelques points que tu ajouterais à ce niveau-là? On avait parlé aussi on parle de joueurs pro, mais peut-être qu'avec d'autres réseaux, as-tu des questions par rapport à ça ou des commentaires? Non, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que les résultats de ce que de Pierre et son équipe ont pu identifier, c'est des choses que dans une intuition, on aurait pu dire, mais que là, pour une fois, on a vraiment une démonstration. Par exemple, la différence entre les attaquants, les défenseurs, les centres, les ailiers, par rapport à l'énergie qui chute en troisième période. Puis je pense que ce genre de protocole-là, ben, un peu comme à l'image de la ronde 1 avec la mobilité des joueurs juniors, ben, c'est le genre de secteur qui va s'ouvrir et que là, on va être capable de mettre en correspondance les éléments récupérés de la charge d'entraînement et la performance. Donc ça aussi, ça va ouvrir des champs très, très vastes et je dirais à une compréhension qui nous fait sortir de nos intuitions. Et là, on peut avoir, un peu comme entre l'analyste et le coach, des nouvelles données qui nous permettent de réfléchir à ce qu'on fait, à comment on organise l'équilibre entre l'entraînement et la performance. Oui, c'est intéressant. Je pense aussi qu'il y a certaines études Pierre s'est inspiré aussi de certaines études, des études qui ont été faites avec quelques équipes universitaires. C'est peut-être une perspective qui serait pertinente à explorer avec notre propre programme de hockey masculin, de regarder à quel niveau on serait capable d'aller chercher certains indicateurs qui sortent de cette étude-là. Je trouve ça un beau complément. Je trouve ça intéressant. Absolument. On avait aussi des rondes éclairs. À travers chacune des rondes majeures, on a donné l'opportunité à des étudiants de maîtrise, de doctorat, de faire un peu un survol de leurs travaux de recherche. Les rondes 1 et 2 étaient spécifiquement préparées pour des étudiants de l'Université du Québec à Montréal, dont Philippe Roy et Viviane Marcotte, qui nous ont fait des présentations. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on en retire, Vincent? Présentation numéro 1 de M. Roy. Ce que je retiens rapidement comme ça, c'est qu'il y a à peu près 20 des performances qui peuvent être attribuées au VO2, 20 des performances sur glace. Puis aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il mettait une recommandation pratique qu'à partir de 55 de VO2, on n'observait plus vraiment de bénéfices aux performances. Donc, il nous disait que c'est important de le travailler à l'entraînement. C'est un bon indicateur de performance, mais à partir d'une certaine valeur, vous devez investir dans d'autres qualités athlétiques, dans le fond. Ça reste un déterminant pertinent, on peut dire. Ouais. Il y a eu une période où on a questionné un peu la pertinence du VO2 chez le hockeyeur. Donc, c'est intéressant de ce point-là. Oui, c'est ça. Donc, ils disent on ne le néglige pas, mais il faut être conscient aussi que ça ne sert à rien de tout mettre nos œufs dans le même panier. Mm-hmm. Sinon, au niveau des gardiens de but, très belle courte revue de littérature sur le profil physique des gardiens de but, où est-ce qu'on comparait les pros avec les amateurs, les gardiens versus les attaquants versus les défenseurs. Puis plein de comparaisons au niveau de plusieurs tests physiques qui ont été faits. Et ce que j'aime aussi, c'est que Mme Marcotte-Lheureux est arrivée avec des recommandations pratiques aussi. Elle en est venue à la conclusion que si elle avait une batterie de tests à faire, bien, ça prendra un test, oui, de VO2, mais aussi un test de saut vertical, un test d'endurance des abdominaux et plus des tests aussi spécifiques aux gardiens de but parce qu'ils ont une réalité que tous les autres attaquants et défenseurs n'ont pas. Oui, puis on parle d'un niveau, je pense que Viviane est entraîneur des gardiens de but au niveau collégial, division 1. Là, on est dans des niveaux quand même compétitifs, intéressants, élevés. À mon avis, le gardien de but, ça reste encore pas le parent pauvre là, du
hockey, mais ça reste au niveau des connaissances, au niveau de tout ce qui se développe autour de ça. Fait que c'est très pertinent de la part de l'étudiante Viviane Marcotte d'aborder ce thème-là. Je pense qu'il y a un beau potentiel d'avancement à ce niveau-là. Les gardiens sont toujours tassés d'à peu près tous les protocoles de recherche en conditionnement physique ou de ces thèmes-là, justement parce qu'ils sont si différents des autres positions. Elle a réussi à tout nous ramasser ensemble le contenu qu'il y avait pour les gardiens. C'est super, super intéressant. Je sais aussi qu'on parlait de Pierre Allard il y a quelques minutes. Je sais qu'avec l'organisation du Rocket du Canadien, ils sont dans des protocoles aussi d'évaluation du gardien de but. Les Finlandais questionnent aussi l'intérêt de développer les gardiens de but. Fait que c'est pas le sujet du sommet, mais ça reste que cette thématique-là a tourné un peu quand même d'une présentation à l'autre. Les rondes 3 et 4 mettant en vedette 2 étudiants au doctorat en sciences biomédicales qui sont ici présents. Donc, on va juste lui laisser quelques minutes de nous parler un peu de ce qu'ils retirent de leur projet puis comment ils voient le futur en lien avec tout ça. En fait, dans mon projet, je crois que ce qui est important de retenir là, au-delà des résultats qu'on a eus, c'est en ce moment, il existe beaucoup de vidéos, beaucoup de technologies sur le marché, mais à un certain moment, il faut se questionner sur comment on utilise ces vidéos-là, puis comment on utilise ces technologies-là. Puis c'est certainement ça qui va avoir un effet, qui va, en tout cas, va augmenter les chances d'avoir un effet sur le développement et sur la performance des joueurs. Sinon, l'autre point important à retenir, c'est est-ce que, puis c'est une piste de recherche future, c'est est-ce que les résultats qu'on a observés nous disent que peut-être qu'il y a des méthodologies qui sont plus adaptées à certains niveaux de jeu, à un niveau d'expertise de certains joueurs. Donc, il faut pousser notre réflexion plus loin puis que les protocoles de recherche s'adaptent à cette réalité-là, que possiblement que les joueurs, selon leur âge, selon leur niveau d'expertise, s'adaptent différemment à différents outils, différentes méthodes d'entraînement. Oui. Je me permets, Julien, tu parles de pédagogie, de technologie. Chaque nouvelle technologie a un peu son attrait. Des fois, les gens qui sont plus conservateurs vont dire bon, c'est un gadget, mais les gens qui sont plus ouverts vont dire hey, c'est peut-être la nouvelle révolution. Je pense que c'est très, très intéressant ce que tu abordes là. Puis pour être impliqué directement dans ton projet, comme ton co-directeur de recherche, tu es face au défi de démontrer les résultats. C'est tout le temps, on veut savoir, oui, la technologie m'intéresse, mais qu'est-ce que ça donne au bout de la ligne? Fait que c'est toujours le défi. Tu es face à ça, donc ça va être intéressant de voir au cours de la prochaine année ce que tu vas réussir à extraire un peu autant au plan pédagogique, technologique, puis le lien que ça peut avoir. Très intéressant. Vincent? Oui, pour ma part, je me suis lancé dans une enquête très descriptive par rapport à la spécialisation en lien avec d'autres facteurs par rapport au développement à long terme des joueurs à l'adolescence. Ce qui me frappe vraiment en regardant mon sujet avec du recul, c'est vraiment la pertinence de s'entendre sur une définition, premièrement, de la spécialisation. Il y a 3, 4, 5 définitions différentes de ce concept-là. On ne s'entend pas nécessairement non plus sur quand est-ce que c'est trop spécialisé, quand est-ce que le jeune est trop jeune pour se spécialiser. Les points pour, les points contre, par contre, sont assez clairs de ce côté-là. Il y a aussi l'émergence d'une autre théorie qui serait possible d'avoir de la spécialisation plus positive. Que ça, je pense que ça pourrait être enrichissant d'aller plus l'enquêter dans le futur. Puis sinon, mes défis à long terme par rapport à la recherche de la spécialisation active, ça serait aussi de la mettre en relation avec la condition physique, avec le calibre de jeu, mais à long terme. Là, on a eu des données qui étaient très statiques. Une collecte de données, on a une belle photo, mais j'aimerais ça prendre des joueurs et les suivre de façon longitudinale sur tout leur parcours pour voir c'est quoi exactement qui fait que ces jeunes-là réussiraient moins à l'âge adulte. Oui, c'est ça. Ils pratiquent plus d'activités parce qu'ils sont plus athlétiques ou ils se spécialisent parce qu'ils sont moins... Jean-François, tu travailles
pratiquement pas dans ton quotidien, évidemment, mais dans la période estivale, tu es souvent. Tu interagis beaucoup avec des jeunes sportifs là, de différents sports. Tu vois-tu un pattern? Tu vois-tu quelque chose qui se dégage que tu perçois là-dedans? Tu sais, je pense que en fait, c'est les intentions pédagogiques de la structure, puis souvent, la structure est unidimensionnelle. Euh, Quelqu'un qui décide de s'embarquer dans une carrière sportive et qu'on lui permet de pratiquer plusieurs choses ou qu'il y a des plateaux où il peut développer des compétences motrices, c'est pas mauvais de s'engager dans une voie en disant, ben moi, je privilégie de faire du hockey. Mais en simultané, il faut qu'il y ait une panoplie de compétences qui viennent autour. Et je pense que c'est cette vision-là qu'il faut que les gens de terrain puissent avoir. Donc, à l'intérieur d'un programme de hockey, si du côté de la préparation physique, on vise à développer les compétences motrices et avoir un bien-être physique et qu'on a une programmation qui accorde suffisamment de temps pour qu'il y ait un développement, bien, si ça, c'est se spécialiser parce qu'on dit qu'un jour, on veut faire du hockey, ben, pour moi, il n'y a pas de mal à ça. Ouais. Si, par exemple, on est juste sur la glace et qu'on pratique juste notre sport, ben là, il y a peut-être un déséquilibre qui va se créer. Donc tu sais, c'est une réflexion, effectivement, qui n'arrêtera pas d'être à la mode, puis ça, peu importe les courants qui vont émerger. Tu sais. Non, puis je pense que Vincent l'a amené, corrige-moi, Vincent, je me demande si ce n'est pas les travaux de côté là, qui amènent un peu vers une genre de spécialisation pas saine, mais c'est mieux équilibré, si on veut. Là. Donc, c'est comme un nouveau développement là, par rapport au concept de spécialisation active sportive qui est vraiment défini comme un aspect négatif, si on veut. Là. C'est ça. Mais c'est une chose de dire que c'est négatif, mais ça en est une autre de mettre tous les jeunes dans le même boîte et de dire tout à fait. Vous êtes foutus, tu sais. Exact. Effectivement. C'est ça qu'on veut arriver. Je pense que si on prenait au hasard les gars qui vont être pris au repêchage de la Ligue nationale, ben, on peut penser que dans les 7-8 dernières années, ils ont consacré du temps à développer toutes sortes de compétences autour du hockey. Ceux qui ont été juste à la glace, ben, je serais étonné. Donc, justement, c'est de trouver l'équilibre puis voir quelles valeurs viennent nous aider à prioriser les actions. En considérant que ce n'est pas tout le monde qui va finir par gagner sa vie avec le sport. Bien, c'est un peu à notre surprise aussi, Vincent, les travaux qu'il a fait là-dessus. Il a publié un article justement dans le Journal of Expertise. Là, puis c'est ce qui nous avait sauté un peu aux yeux, c'est que les joueurs qui évoluaient dans des structures élites étaient techniquement, dans la mesure qu'on en a fait, étaient des gens moins spécialisés, plus ouverts à pratiquer d'autres activités, tout simplement parce que c'est des meilleurs athlètes. Donc, c'est intéressant parce que la préconception qu'on avait, avant même de faire nos analyses, on disait bien, les gens qui évoluent dans les structures élites vont tendre à accorder rien aux autres disciplines. Ce n'est pas le cas. Nos données ont été vraiment dans le sens qui nous a fait voir peut-être cette hypothèse-là. Donc, c'est intéressant. 2 rondes d'éclairs quand même qui sont prometteuses pour le futur. En conclusion, bien, les présentations du sommet Sciences Hockey UQTR nous ont permis d'identifier une foule de pistes futures de recherche. Il faut préciser aussi ici au labo à l'UQTR, laboratoire SCORE, il y a plusieurs projets en cours. Ce qui a été présenté dans la dernière semaine, évidemment, c'est un survol. C'est des thématiques qu'on jugeait pertinentes à présenter au cours de cette semaine. On a des projets notamment dans l'analyse de la performance chez les joueurs universitaires. On a aussi le projet d'implantation du hockey novice au Canada dans lequel l'équipe du laboratoire a reçu un financement pour les 3 prochaines années. On développe des collaborations avec la fédération, avec différents programmes de hockey de la province. Donc, c'est vraiment il y a une multitude de projets. On vous invite à consulter notre site web qui permet d'avoir un petit approximatif de ce qui se passe dans nos projets. Et évidemment, on remercie tous les conférenciers. Moi, personnellement, je remercie aussi mes 3 collègues ici qui ont vraiment mis l'épaule à la roue, là, puis qui ont fait l'effort, qui ont fait avancer les choses. Donc, ça a permis de produire ces conférences-là. Ces conférences-là, les conférenciers étaient très importants. Puis, évidemment, on a comme objectif en 2021 de refaire un événement qui va permettre de rassembler les gens de tous les réseaux et de favoriser encore les échanges.
C'est toujours possible de rester à jour avec nos activités. On a notre site web qui est régulièrement mis à jour. On a une page Facebook, un compte Twitter et notre chaîne YouTube dans laquelle vous allez pouvoir accéder aux vidéos. Et avec les collègues de la plateforme Play 360, on n'hésitera pas à partager nos contenus. Puis on encourage les gens à aller voir aussi les initiatives de partage de matériel qui vont promouvoir au cours des prochaines semaines, au cours de l'été. Donc, les gars, je ne sais pas si vous avez un point à ajouter. Moi, je suis très emballé de cette dernière semaine-là. Donc, on va se donner rendez-vous en 2021 et garder à jour tout ce qu'on fait. Parfait. Merci à toi, Jean, d'être le leader de notre équipe. De porter le flambeau. Exactement, ça n'a fait que commencer.